Le dos de l'immigration ne peut pas être le porte-étendard de tous nos défis de société. 5 mois après l'élection de Soraya Martinez-Ferrada à la ville de Montréal, nous avons parlé de diversité, de lutte contre le racisme et discrimination, le logement, l'itinérance à Montréal. Je suis la représentation de beaucoup d'immigrants, que leurs familles ont laissé tout derrière pour avoir ce qu'on appelle un avenir meilleur. Je me retrouve à être la première magistrate de la deuxième plus grande ville du Canada, la plus grande ville du Québec. On ne peut pas penser que Montréal va reprendre ses lettres de noblesse en termes de ville internationale. C'est juste des gens qui dorment sur la rue. La diversité se calcule par quoi? Par la couleur de peau ou par sa provenance? Me dit, tu sais, l'entrée des employés est à côté parce qu'elle pensait que j'étais la femme de ménage. Ça, c'est un biais inconscient. Pour s'attaquer à ça, il faut briser les tabous. J'aime pas le mot patient parce que c'est sûr que quand on vit une discrimination, on n'est pas patient. Ben merci, Madame la mairesse, Ben, de ça me nous fait plaisir. recevoir dans ce Ben oui. magnifique salon là, de l'hôtel de ville. Le salon de la De francophonie. la francophonie, Oui. important. Salon de la francophonie. Je ne peux pas commencer notre entretien sans revenir sur cette soirée du 2 novembre 2025, au moment où on annonce ces résultats. Qu'est-ce qui se passe? C'était une longue campagne, hein. Moi, je me suis annoncée pour la chefferie du parti au mois de février. Novembre, ça fait plusieurs mois quand c'était. Donc, c'est sûr qu'il y a une émotion. Tu es avec ta famille, ton conjoint, tes enfants, à l'ATU, en fait, de où c'est parti un peu, hein, parce que j'ai travaillé à l'ATU avant de devenir conseillère municipale en 2005. Donc, c'était comme 20 ans plus tard, 20 ans de revenir à l'ATU puis de se faire déclarer mairesse de Montréal. Il y a un côté un peu surréel, hein. Tu sais, j'ai un côté que tu dis: «OK, faut que tu te pinces, là, que OK, c'est vraiment arrivé, que tu es mairesse de Montréal». Je te dirais aussi, le poids de la représentation. Tu sais, je suis une fille qui a grandi dans Saint-Michel, mes grands-parents se sont installés là. Donc c'est sûr que il y a toute cette émotion-là qui vient aussi avec cette soirée-là. Donc, c'est ça, le poids de la représentation, le poids aussi des sacrifices de tu sais, je suis la représentation de beaucoup d'immigrants, tu sais, Tout à fait. que leurs familles ont laissé tout derrière pour avoir ce qu'on appelle un avenir meilleur, puis que là, finalement, je me retrouve à être la première magistrate de la deuxième plus grande ville du Canada, la plus grande ville du Québec. Hem, il y a quelque chose de surréel, mais en même temps aussi, très beau dans cette représentation, tu sais. Et est-ce que justement, le fait d'être cette représentante-là, est-ce qu'il y a une pression supplémentaire, ne serait-ce que sur le plan Je symbolique ou dirais le pas plan qu'il y a une politique? Ouais, je dirais pas qu'il y a une pression supplémentaire, mais il y a une responsabilité, c'est sûr. Ça vient avec une responsabilité, de aussi parler pour ceux qui n'ont pas de voix. Je veux dire, heu, puis de comprendre aussi ce que moi, femme racisée, peut vivre de façon quotidienne dans une grande ville, une grande métropole comme Montréal. Les défis que l'immigration apporte aussi à cette donc ça vient avec une responsabilité de représentation, d'être capable d'aborder certains tabous de société des fois qu'on doit aborder pour justement avancer puis que l'avenir, soit meilleur pour, toutes les générations Qui qui vont vont arriver. suivre. Ouais, c'est Mmh. ça. Et est-ce qu'on ressent, je sais pas, des attentes plus que d'autres qui auraient Ben été c'est à ta sûr place aussi ou parce que je pas? veux dire, être accepter de représenter aussi ce volet de la diversité de l'immigration, vient aussi avec une pression de le faire. Hem, donc oui, c'est sûr que ça vient avec tout Que ça. ça vient avec tout Ouais, ça. ouais, mais j'ai pas fait campagne sur ça Non, non, tout à fait, mais et c'est juste ça, que je pense que c'est important parce qu'il faut pas moi, je n'ai pas utilisé le fait que j'étais une femme racisée durant la campagne. Jamais j'ai fait ça. J'ai fait une campagne sur des propositions, sur ce que je voulais proposer à la ville, mais une fois élue, on ne peut pas non plus ne pas reconnaître que je suis aussi ça et ça vient aussi avec le poste que j'occupe. bien sûr, puisque c'est élu Montréal, Oui, c'est mairesse ça. de toutes les Montréalaises, Exactement. de tous les Mmh. Montréalais. Alors je sais que, il y a plusieurs
piliers un peu de ce que la nouvelle administration veut mettre en place. Je pense au logement, je pense à l'itinérance. Je veux quand même qu'on aborde ça avant certains aspects, parce que justement, quand on parle de ce logement, ça fait quoi, 5 mois à peine, mais j'ai envie de dire déjà, et on voit la mairesse partout, tout le temps, notamment sur comment dire ça, cet enjeu de logement. Et cet enjeu de logement, je ne peux pas le dissocier de l'immigration, donc des Néo-Québécois, puisqu'à un moment donné, on a associé les deux. Crise du logement et immigration. Quel est le point de vue là-dessus? Je trouve ça dommage parce que c'est sûr qu'on ne peut pas faire porter à l'immigration, le dos de l'immigration ne peut pas être le porte-étendard de tous nos défis de société. Est-ce que ça peut amener une pression? Absolument, oui, parce qu'il y a un défi d'intégration qui inclut celui d'avoir des services, que ce soit au niveau de l'éducation, de la santé, le logement, mais on ne peut pas attribuer la crise du logement à l'immigration. Heu, oui, ça amène une pression, mais la crise du logement, elle a pris du temps à se construire. Elle n'est pas arrivée juste à cause qu'il y avait l'immigration. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire porter à l'immigration l'ensemble des enjeux de société qu'on a en ce moment. Mairesse de, on l'a dit, la plus grande ville du Québec, et donc celle qui accueille justement 90% des immigrants. Mais on sait aussi que cet enjeu-là n'est pas seulement réglé par Montréal. Il y a Québec qui intervient, il y a Ottawa qui intervient. Est-ce que quelque part, la mairesse aimerait avoir tous les leviers pour gérer, par exemple, ce truc, Ça ne se cet enjeu-là? arrivera jamais. Je veux dire, on est une municipalité qui administre. OK. C'est sûr qu'on est une ville. Les villes au Québec font partie d'une loi des affaires municipales. On est une création de Québec. Je ne suis pas là en ce moment pour faire changer la juridiction dans laquelle ça s'inscrit, et c'est une juridiction de Québec. Euh, Moi, je veux m'assurer que la ville donne des services de qualité, de façon équitable, partout à Montréal, parce que tous les citoyens, quels qu'ils soient, dans n'importe quel quartier de Montréal, méritent d'avoir les mêmes services, la même qualité, parce que ça a un lien aussi avec les opportunités. Si on a des quartiers qui sont bien, où les gens se sentent bien parce que c'est beau, ils ont des parcs, il y a des bibliothèques, il y a des services qui sont aussi là pour eux, mais ça leur donne les mêmes opportunités de croissance comme population. Et moi, c'est à ça que je veux m'attaquer. C'est pas normal, par exemple, que Montréal-Nord, aujourd'hui, encore, on attend après notre centre sportif. C'est pas normal que dans des quartiers, il n'y ait pas de bibliothèque. Donc, il faut qu'on s'attarde à cette équité, qui est une équité de service qui donne aussi ces Mhm. opportunités-là. Je reviens sur le logement parce que dans l'optique de nous rencontrer, j'ai parlé à des organismes euh, et qui m'ont transmis un peu une question. Qu'est-ce que vous n'aimiez pas dans l'ancienne gestion, je vais appeler ça comme ça, du logement à Montréal, où vous avez changé l'approche? Ouais. On peut pas être on doit avoir une approche de leadership OK. où nous, la ville, on est aussi un partenaire financier, on est un partenaire qui va faciliter, mais aussi un partenaire qui veut accélérer. Donc, on ne peut pas être une ville qui met le poids de la crise du logement sur les gouvernements supérieurs et le privé uniquement. L'ancienne administration a beaucoup fait ça. Donc, l'ancien règlement Métropole Mix, qui était le fameux 20-20-20, obligeait les promoteurs à livrer sur du logement ou de payer pour ne pas le faire. Ça n'a pas donné des résultats. Les gens ont payé. On a ramassé peut-être un 60 millions, on a acheté des terrains. Les terrains, on ne les a pas construits. Donc, il faut voir que ça n'a pas fonctionné. Donc, qu'est-ce qu'on fait de différent? Nous, on a fait la liste de tous les terrains et bâtiments que la ville a achetés dans les dernières années, qui attendent à être construits, mais qui sont là, ils nous appartiennent. Puis on les a rendus publics le 1er mars dernier, Oui. avec un montant d'argent pour aider au pré-développement, démolition, décontamination, et une quarantaine de terrains qui peuvent être soit loués, donnés ou en bail amphithéotique pour justement être un vrai levier qui va faire qu'on va sortir d'un retard des logements. Il faut essayer autre chose parce que les modèles qu'on a essayés jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché. Mhm. Est-ce qu'on peut y inclure une politique spécifique sur le logement étudiant?
Bien, il y en a déjà. Je veux dire, c'est Mais du qui logement hors marché, oui, donc du logement abordable et social. C'est des logements qui ciblent les organismes communautaires, les OBNL à but non lucratif, coopératives, dont du logement étudiant. Utile fait partie des gens, entre autres, par exemple, qui peuvent aller appliquer sur ces, terrains-là pour monter du logement. Il y a d'ailleurs, des annonces, potentielles qui s'en viennent avec, Utile, mais tout ça fait partie d'un tout. C'est-à-dire, il faut qu'on donne du logement abordable et social le plus rapidement possible, mais il faut aussi qu'on travaille sur le logement de transition pour les gens, nos citoyens qui sont dans la rue actuellement, parce que ça aussi, ça fait partie de la priorité, là. On peut pas il faut faire les 2. tout à fait. Merci pour la passerelle. Mairesse de l'itinérance, Mmh. est-ce que c'est un chapeau que porte avec Mmh. fierté? Pas fierté, mais ça fait En 5 fait, mois ce là, mais on qu'on me dit la porte maire. avec responsabilité. Ça veut dire qu'on ne peut pas être une ville, une métropole internationale, une ville qui a réussi à avoir des Jeux olympiques, a réussi à faire l'Expo universelle, en 67, d'avoir fait des grandes choses, puis aujourd'hui se voir devant une crise humanitaire importante, du jamais vu à Montréal, et ne pas prendre sur elle-même sa responsabilité. Et on ne peut pas penser que Montréal va reprendre ses lettres de noblesse en termes de ville internationale qui peut attirer des grands événements, avoir de l'ambition, rêver à des grands projets. C'est juste des gens qui dorment sur la rue Notre-Dame. Donc, il faut qu'on s'adresse à ça. Puis ça, c'est une responsabilité que tout le monde ensemble, on doit porter. Puis il faut que les gens y voient que ça avance. Il faut que les gens y voient que réellement, on s'en occupe. Mmh. Je sais qu'il y a eu un ça s'appelle le JT, je Oui, pense, une unité oui, des lits là qui a été oui, faite. Bon, c'est bien cet oui, effet d'annonce, mais quand on va au centre-ville, oui. on voit de plus en plus de Mmh. poches, j'appelle ça comme ça, Oui. d'itinérants, mais les ménages qui s'en vont, Mmh. cette perte-là au niveau du Oui. centre-ville, est-ce que c'est quelque Bon, chose, absolument, c'est je veux dire, on a aussi fait campagne sur le fait que la mairesse de Montréal est aussi la mairesse de Ville-Marie. Donc on doit s'occuper de notre centre-ville. Il y a une relance à regarder comment on va s'occuper de notre centre-ville. Puis c'est sûr que ça passe sur le sentiment de sécurité, ça passe sur le fait qu'il faut s'occuper de l'itinérance, puis que les gens voient réellement qu'on s'en occupe. Il faut ramener les gens au centre-ville. Donc oui, ça fait partie, de de sur quoi on travaille. Puis on a déjà fait quelques annonces, notamment la zone d'innovation qu'on a créée pour le centre-ville de Montréal, où on doit essayer des choses, comme notamment sur la gestion des chantiers. Il faut que la ville soit fluide. Comment on intègre l'intelligence artificielle dans la gestion, la planification. Mmh. Puis donc, Montréal peut, par son centre-ville, devenir un peu un laboratoire d'innovation. Puis c'est un peu ça qu'on a annoncé il y a à peu près un mois. Mmh. Est-ce qu'il y a comme une date butoir où on Oui, va on va tester les lancer, résultats? en fait, on va faire un appel à solutions qu'on a Mmh. appelé, ça s'en vient là, dans quelques semaines, pour que les gens viennent justement nous proposer leurs solutions à cet laboratoire d'innovation municipale qu'on a créé au centre-ville. Nous, on est convaincus qu'on a des gens extrêmement créatifs et innovants à Montréal. On est le hub de l'intelligence artificielle, de la recherche, du savoir. Maintenant, il faut qu'on soit capable de l'appliquer. Il faut qu'on soit capable, de la commercialiser, puis soutenir nos startups, nos jeunes pousses, locales montréalaises. Puis ça fait partie une des solutions Mmh. qu'on peut amener. Pour clore ce chapitre-là, est-ce que au soir du 2 novembre, Oui. c'est en janvier, je pense que la passation de service a dû se passer. Est-ce que tu réalisais l'ampleur de cette, pas de ta mission, mais de ces enjeux-là? Oui, avec je veux dire, moi, j'ai été ministre du développement Mmh mh. économique, pour les régions du Québec, donc je connaissais beaucoup. Je suis une Montréalaise depuis Mmh. 45 ans. Donc je connaissais très bien dans quoi je m'embarquais. C'est vraiment, j'ai choisi de venir à Montréal. J'étais députée fédérale, ministre, j'avais pas besoin. J'ai vraiment choisi par amour de ma ville, parce que je pense que je peux aider, être utile. Hem Et j'étais très consciente des défis que Montréal avait. Parce que j'avais notamment été aussi ministre du tourisme et je me suis promenée un peu partout au Canada. J'ai vu ce que d'autres villes font et Montréal a tout ce qu'il faut, mais il faut pas prendre du retard, puis il faut avoir de l'ambition. Puis pour avoir de l'ambition, mais il faut que les citoyens nous suivent dans notre ambition. Puis pour ça, ben, il faut qu'on leur démontre qu'on est capable
ramasser les poubelles en même temps, tu sais, c'est un peu Tout ça. à fait. Exact. Donc, première mairesse racisée de la ville de Montréal, je dois parler diversité. Ouais. Hem, est-ce que c'est encore une priorité? Oui, absolument. On ne peut pas être une ville comme Montréal sans être consciente qu'elle doit être aussi représentative dans sa fonction publique. Elle doit être représentative dans la façon dont nos citoyens se sentent, respectés, comment, ils se sentent, en sécurité. Donc, c'est sûr que ça fait partie de notre ADN. Je pense que Montréal n'est pas ce qu'elle était il y a 20 ans en termes de on a fait beaucoup de chemin, on va se le dire. Mmh. Il en reste beaucoup à faire encore, mais on en a fait quand même beaucoup. Sur la diversité, et je vais me permettre le comparatif. Quand je demande: «Est-ce que c'est encore une priorité?» Je commence par exemple avec le comité exécutif. OK. Dans le comité exécutif, la diversité a chuté complètement. Mmh. Quand je dis chuter, c'est-à-dire ça n'a pas été porté, quelque chose qui a été remarqué. Mmh. Hem, est-ce qu'il y a une raison particulière ou Mais c'est un c'est choix l'élection. politique? Mais c'est non, c'est pas un choix Non? Mmh. politique. C'est une question de, un, qui tu veux autour de la table en termes de compétences? Mmh. C'est quoi ton équilibre en termes d'expérience et tout? Puis je vais t'avouer que, actuellement, au niveau de mon parti politique, ben c'est sûr qu'il y a moins d'élus issus de la diversité. C'est pas un je veux dire, à quelque part, Pourquoi c'est d'ailleurs? ben parce qu'il faut que les gens se présentent. Mmh. Il faut que la communauté se présente. Il faut que les gens choisissent aussi de se représenter. Mais je veux dire, au terme de la représentation autour de la table du comité exécutif, la diversité se calcule par quoi? Par la couleur de peau ou par ta provenance? Non, mais je te pose la question. Les 2? Bien alors, j'ai un comité qui est très diversifié. Mmh. J'ai des gens qui sont, libanais, j'ai des gens qui sont arméniens, j'ai quelqu'un qui vient, ben, moi, la mairesse est latino-américaine, j'ai Josué, qui est haïtien. Je veux dire, elle est représentative. Mmh. Mais si on parle de la diversité uniquement sur la question de la couleur de peau, tu as raison. Elle est peut-être moins représentative aussi qu'elle était quand on avait une administration pour laquelle elle avait notamment Dominique Olivier qui avait été là, Erika, Martine, Mose. Mmh. Ça, je le comprends. Mais la diversité, soyons clairs, ne peut pas être uniquement La couleur de basée peau. sur la couleur de peau. Mmh mh. Mmh. Au sein de l'administration, la fonction de l'administration municipale, ça a été OK, il y a des coupes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut pas être diversité au sein de la fonction publique? Ah, il y a du travail à faire, Oui. pas juste au niveau de la diversité. L'important, c'est que les communautés se sentent représentées aussi à la table de décision. Oui. Et là, on a du travail à faire. Sur la haute fonction publique, il y a du travail à faire pour s'assurer d'une bonne représentation. On a une DGA, Nadia Bastien, qui est là. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire encore pour s'assurer que nos communautés ont accès et sont formées aussi pour avoir ces postes de haute direction, comme un poste pour gérer une ville comme Montréal. Exact. Je parlais donc de diversité au sein de la fonction publique. Ça m'amène aussi à un autre enjeu dont on parle beaucoup, lié aux communautés, donc qui est la lutte contre le racisme et les discriminations, comme on dit. Là, le SPVM a sorti son dernier rapport. Euh, Soraya Martinez, il y a encore cette inquiétude, cette distance entre certaines communautés et les institutions SPVM, institutions, mairies. Comment quel est le plan? Mhm. Quelle est ta vision? Comment Il comptez faut, changer ça? bien, d'une part, tu sais, moi, j'ai été conseillère municipale en 2005 dans Saint-Michel, un quartier qui avait beaucoup de défis, tu le sais, historiques, là, des années 80-90, sur le crime organisé, sur, bon, gangs de rue, et il y a eu un grand travail qui a été fait de rapprochement entre la police, les acteurs, ce qu'on appelle la police communautaire, les comités de vigie. Travailler avec la communauté, c'est aussi l'inclure dans ces comités pour être sûr que ce travail entre la police et la communauté locale sur le terrain, il n'y a pas d'écart, qu'elle est beaucoup plus solide et attachée ensemble. Et il y a un travail à réintégrer sur des comités de vigie, puis s'assurer que dans tous les quartiers, on a des comités de vigie, notamment avec l'SPVM. Ça se fait au niveau central. Maintenant, il faut de déployer dans tous les quartiers. Ce pas tous les quartiers qui l'ont. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire. Aussi, bien, s'assurer que
on travaille sur la prévention, heu, puis on travaille sur les tabous. Il faut il faut être capable de adresser nos biais, de profilage, de discrimination, ces biais inconscients que même nous qui sommes issus des communautés, nous l'avons aussi. Alors, il faut travailler sur ces tabous pour avoir un vrai dialogue et je pense que ça passe notamment par l'intégration dans ces comités de vigie de certains représentants de communautés et de leaders locaux qui, des fois, ben, c'est peut-être un commerçant dans une rue, c'est peut-être un intervenant jeunesse, c'est peut-être, tu sais, le pasteur, de l'église, c'est peut-être l'entraîneur d'une équipe sportive. Les leaders de nos communautés doivent faire partie aussi de la solution quand on parle du travail avec la SPVM et la SPVM, on est chanceux d'avoir, je pense, quelqu'un à la tête de la SPVM qui comprend ce rôle de maillage entre la SPVM et les communautés. Mmh. Sauf que, aux yeux de beaucoup, justement, on a quelqu'un, Fadi Daguerre, à la tête du SPVM. On a Soraya Martinez-Ferrada à la tête de la ville. On attend plus de vous, Mmh. Mais on attend quoi? que plus d'engagement, plus de Mmh. solutions, plus Mmh. de plus de plus de Mmh. plus de. Oui, mais Quelle est la Cyril, réponse? la réponse, c'est que la culture organisationnelle, Oui. la culture sociétale de la discrimination, intangible. Celle qui, quand moi je me présente dans un hôtel puis que la personne ne me reconnaît pas, puis c'est d'arriver pour vrai, me dit: «Tu sais, l'entrée des employés est à côté» parce qu'elle pensait que j'étais la femme de ménage. Ça, c'est un biais inconscient. Ça prend du temps et ça prend du temps et pour s'attaquer à ça, il faut briser les tabous, puis il faut avoir des conversations qui sont vraies et réelles, hem, respectueuses, mais il faut être j'aime pas le mot patient parce que c'est sûr que quand on vit une discrimination, on n'est pas patient. Mmh. Mais il faut être, il faut savoir qu'on a une police qui veut le faire, une mairesse qui veut le faire, puis il faut, tu sais, avancer ensemble dans ce Avancer processus-là. Mais ensemble. c'est sûr qu'on aimerait ça que ça aille plus vite. Mmh. Mais ce genre de situation-là, c'est pas c'est pas quelque chose que tu peux, c'est pas tangible, c'est pas quelque chose que tu prends dans tes mains, tu dis: «OK, je vais le réparer». Et c'est plus, nuancé, c'est dans le quotidien, tu sais, c'est ça qui est long parce que c'est un changement complètement de comment on vit aussi, comment on voit nos personnes. Tu sais, tu le sais que moi, je suis en couple avec un homme noir, un Haïtien. Mon beau-fils est né au Québec, mais il vit les mêmes discriminations et les mêmes tabous qu'une personne qui est immigrante. Donc, quand on va arriver à ce que tous les gens qui habitent ici ne seront pas vus comme étant d'ici ou d'ailleurs par rapport à la couleur de la peau, leur nom, on aura fait beaucoup de chemin, mais il en reste du chemin à On faire est pour dans un arriver là. idéal là. On est dans un idéal, Oui. c'est ça qu'on tend, c'est vers ça qu'on veut aller. Mmh. Et c'est un long chemin. Mmh. Je vais finir avec une question plus, on est à 5, 6 mois à peine là de la plus grande manifestation, sportive, la coupe du monde et là je m'adresse à quelqu'un Oui, passionné ben justement oui. de Bon, il faut aller football, de voir le match soccer. Haïti puis Maroc, là, c'est ça que tu Oui, vas me parler. Tu vas me parler de Maroc puis si Haïti. oui et je vais chercher un peu de trouble. Si tu étais aux affaires il y a quelques années, tu aurais mis la candidature de Montréal, pour recevoir la coupe du monde? Absolument. Ouais. Moi, je pense que Montréal est une ville qui a démontré, par écoute, on fête le 50e des Olympiques cette année, Mmh. on fête le 60e de l'Expo universelle l'année prochaine. On va recevoir les championnats du monde du cycliste fin septembre, qui, après les Olympiques, est un des plus grands événements, mondiaux. Montréal est une ville internationale capable d'avoir des grands événements. C'est sûr que ça vient avec un risque financier. C'est sûr que ça vient avec une planification qui est nécessaire, mais ça vient aussi avec une démonstration de notre capacité d'être une grande ville internationale, puis d'être une ville qui est capable d'accueillir des grands événements. Mmh. Alors oui, je l'aurais probablement fait. Probablement fait. Merci beaucoup. On Merci. se reverra dans quelques mois, Mais oui, puis je vais demander, bilan de tel enjeu, ce sera lequel? itinérance. Itinérance. Je savais qu'on allait finir avec C'est l'itinérance. sûr. Merci beaucoup, merci Merci. et puis on se dit, bah, à très bientôt. Oui, à très À très bientôt. bientôt. Merci Voilà. Cyril.